Bonjour et bienvenue à cette vidéo où l'on va parler du travail. On va partir du cas le plus simple, du travail pour une force constante, que vous connaissez déjà probablement, en passant par les forces variables en une dimension, puis au cas général pour les forces variables en 3D. Cette vidéo est destinée pour les étudiants en première année de physique, de maths et d'ingénierie à l'université pour le cours Physique générale 1 mécanique. Sans plus à dire, commençons. Vous savez probablement que le travail, noté par W, comme work en anglais, est égal à la force fois la distance. Mais ça, ce n'est vrai que dans le cas où la force est constante et est collinéaire au mouvement. C'est le cas 0. Dans le cas 1, la force est toujours constante, en norme, en direction et en sens, c'est important, mais on a un angle θ qui s'ajoute entre la force et la direction du mouvement, ici de A vers B. Dès lors, le travail est donné par la composante de la force qui est collinaire au mouvement, ici notée F parallèle, fois la distance D. Avec un peu de trigo, W est égal à F parallèle fois D est égal à FD cos θ. Et D, c'est simplement la distance AB. Ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement la formule du produit scalaire des vecteurs F et AB. Souvenez-vous de ce produit scalaire. Il sera important par la suite. Mais ok, supposons que la force n'est pas constante. Cas 2. Force variable en une dimension. Ici, on définit un axe X collinaire à la force et une origine. La force varie, donc on ne peut pas juste faire force fois distance. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est diviser notre distance D en de tout petits morceaux dx. Sur une aussi petite distance, la force peut être considérée comme constante. On peut écrire dW est égal à Fx dx. dW est un travail infinitésimal. Pour avoir le travail total, reste à additionner tous les dW. Pour cela, on intègre. La distance au point A, on l'appelle x1, et celle jusqu'au point B, on l'appelle x2. Donc, on doit intégrer de x1 à x2. Le travail total est donc W égale à l'intégrale de x1 à x2 fx dx. Et ça, on peut aussi le voir comme l'air sous la courbe de la force en fonction de la position, vu que c'est littéralement une intégrale définie. Mais bref, appliquons cela à un exemple. Essayez de calculer le travail effectué par un ressort lorsqu'on l'étire d'une longueur x de sa longueur à vide, unstretched length en anglais. Pour rappel, la force d'un ressort est donnée par F est égal à moins k fois x, où x est l'élongation mesurée à partir de la position d'équilibre de ce ressort. Vous avez 5 secondes. Réponse. On remplace fx égale à moins kx dans la formule du travail en une dimension. Donc, W est égal à l'intégrale de 0 à x de moins kx dx, ce qui est égal à moins k1 demi kx carré de 0 à x, donc à moins 1 demi k fois x au carré. Cas 3. Boss level. Force variable en 3D. La formule est alors W est égal à l'intégrale sur la courbe C de f scalaire dr. Ici, dr est un élément de longueur infinitésimale, tangent à la courbe en tout point. On reconnaît aussi le point du produit scalaire, que l'on a mentionné tout à l'heure. Le C veut dire que l'on intègre le long d'une certaine courbe C. A noter que l'on peut redémontrer W égale FD, le cas constant en une dimension, avec ça. Vous pouvez le faire en tant qu'exercice, la réponse est sur l'écran. Si l'on veut être tout à fait correct, le travail est l'intégrale de ligne de la force le long du chemin suivi. Mais en soi, il n'y a pas besoin de savoir ce qu'est une intégrale de ligne pour comprendre ce qui suit. On note aussi parfois dl au lieu de dr. On peut développer cette formule en décomposant les deux vecteurs en composantes. Donc, W est égal à l'intégrale sur C du vecteur avec composante fx, fy, fz, scalaire, le vecteur avec composante dx, dy, dz. Et en appliquant la définition du produit scalaire, on obtient trois intégrales, une sur chacune des composantes. Donc une intégrale sur x, une sur y et aussi une sur z. Mais ok, à quoi ça sert en fait le travail? Parce que jusque maintenant, on a longuement parlé de comment le calculer.
mais ça semble assez abstrait. Eh bien, c'est maintenant que ça se concrétise. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation de l'énergie cinétique, notée par T, parfois par K ou par EC, est égale à 1 demi mv carré, est égale au travail effectué par la somme des forces extérieures. A noter qu'à cause de la linéarité de l'intégrale, W de sigma f est égal à sigma W de f. L'intégrale d'une somme est la somme des intégrales. D'ailleurs, fun fact, le T pour énergie cinétique vient du mot travail en français, alors que W vient de l'anglais work. Mais bref, cette formule nous permet de lier la vitesse et la masse au travail. Démonstration. D'après la deuxième loi de Newton, on sait que F est égal à ma. Ici, on note la somme des forces, sigma F, comme juste F. Réécrivons le vecteur accélération comme dv dt, la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ici, on peut faire scalaire v des deux côtés. Ensuite, on se rend compte que le produit scalaire est commutatif. Donc u scalaire v, c'est v scalaire u. Donc, on peut noter le membre de droite comme 1 demi m dv dt scalaire v plus 1 demi m v scalaire dv dt. Mais qu'est-ce qu'on reconnaît là? La dérivée d'un produit. Et donc, f scalaire v est égal à la dérivée par rapport au temps de 1 demi m v scalaire v. Et puis, on sait que v scalaire v donne v carré. Donc à l'intérieur de la dérivée, on a juste 1 demi mv carré, l'énergie cinétique, notée par T, comme on l'a dit. Ici, on va intégrer les deux côtés par rapport au temps, d'un temps TA à un temps TB. On y est presque. La vitesse est la dérivée de la position, donc v dt est égal à dr. Et ici, les dt se simplifient, je m'excuse auprès des mathématiciens, et donc on a l'intégrale de d grand T. Donc, au final, on obtient que le travail de A vers B de la force F est égal à TB moins TA, donc delta T, la variation de l'énergie cinétique. On connaît donc le théorème de l'énergie cinétique. Il ne reste plus qu'à lier ça à un autre grand théorème, celui de la conservation de l'énergie cinétique. Pour cela, définissons le concept de force conservative. Le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin choisi. Il ne dépend que des positions initiales et finales du système. Deuxièmement, à une force conservative, on sait toujours associer une énergie potentielle, notée par U. Celle-ci est unique à une constante près, comme on verra juste après. Finalement, les forces conservatives conservent l'énergie mécanique, d'où le nom. Quelques exemples sont la force gravitationnelle, la force d'un ressort et la force électrique. On a aussi les forces non conservatives, qui ne conservent pas l'énergie et dont le travail dépend du chemin choisi, comme par exemple les forces de frottement ou la force d'un moteur. Comme avant, on va d'abord commencer en une dimension, et puis on passera au cas 3D. En une dimension, une force conservative est donnée par f de x est égal à moins du dx, moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la position. Inversement, l'énergie potentielle U est égale à moins l'intégrale de f dx. Comme on a une intégrale indéfinie, ça veut dire que l'énergie potentielle est unique à une constante près. Voyons ça sur un exemple. Si notre énergie potentielle est donnée par U égale à 1 demi kx carré, avec k une constante, trouvons la force. On substitue dans la formule, donc f de x est égal à moins d sur dx de 1 demi kx carré. Le 1 demi k est constant, et la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc f est égal à moins kx. Inversement, si on commence par une force de moins kx, on obtient u est égal à moins l'intégrale de moins kx dx. Et donc l'énergie potentielle u est égale à 1 demi kx carré plus une constante c, donc c'est bien défini à une constante près. Ça dépend de cette constante. Sachant cela, on sait démontrer la conservation de l'énergie mécanique en une dimension. On sait que le travail en une dimension est donné par W est égal à l'intégrale de xa à xb de f dx. Et on sait aussi que le théorème de l'énergie cinétique
nous dit que ceci est égal à Tb moins Ta, la variation de l'énergie cinétique. De plus, on sait qu'une force conservative s'écrit comme F de x est égal à moins du dx. On substitue et on n'a que delta t, la variation de l'énergie cinétique, est égale à l'intégrale de xa vers xb de moins du dx, moins du sur dx, dx, ce qui est égal à moins l'intégrale de du, de ua vers ub, ce qui est égal à moins delta u. Et tout ça, on peut développer pour donner ta plus ua est égal à tb plus ub, et donc CQFD. Encore faut-il refaire la même chose en 3 dimensions. Dans ce cas, la dérivée par rapport à x devient une dérivée partielle, et on doit aussi ajouter celle sur y et sur z. Quand on prend une dérivée partielle par rapport à x d'une fonction de x, y et de z, alors on considère y et z comme constants, et seulement x comme variable. Mais on va voir ça sur un exemple. Avant ça, définissons le gradient. Le gradient d'une fonction scalaire u, notée grade ou par un petit triangle, nabla, est donné par la dérivée partielle de u par rapport à x fois i, plus la dérivée partielle de u par rapport à y fois j, plus la dérivée partielle de u par rapport à z fois k. Toute force conservative peut être écrite comme moins le gradient d'une énergie potentielle. Exemple, si notre énergie potentielle est donnée par u est égal à x carré y cube z exposant 5, alors le gradient est donné par cette expression. Partielle par rapport à x de x carré y cube z exposant 5, c'est 2x y cube z exposant 5. Par rapport à y, c'est 3x carré y carré z exposant 5. Et par rapport à z, c'est 5x carré y au cube z exposant 4. Ici, on peut ajouter un moins, et voilà, on a notre force, car la force est égale à moins le gradient de l'énergie potentielle. On pourrait aussi faire l'inverse, c'est-à-dire calculer l'énergie potentielle avec la force, sachant qu'elle est conservative, mais ça ici, on ne va pas le faire. Maintenant, démontrons la conservation de l'énergie mécanique en 3D. On sait que le travail est donné par W est égal à l'intégrale de A vers B de F scalaire dr, ce qui est égal à Tb moins Ta, à cause du théorème de l'énergie cinétique. On sait aussi qu'une force conservative est donnée par F est égal à moins gradient de U. Si on substitue, on aura un grade U scalaire dr. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, le gradient de U, c'est juste un vecteur avec la dérivée partielle par rapport à x, y ou z sur chaque composante respective. Et le vecteur dr, c'est juste dx, dy, dz. On développe et on a dérivée partielle de U par rapport à x dx, plus partielle de U par rapport à y dy, plus partielle par rapport à U par rapport à z dz. Et ça, c'est la définition du différentiel d'une fonction de plusieurs variables, donc du. On peut substituer, et donc on se rend compte que delta t, la variation de l'énergie cinétique, variation infinitésimale, est égale à moins l'intégrale de ua vers ub du, ce qui est égal à moins delta u, et donc ta plus ua est égal à tb plus ub. Pour finir, calculons l'énergie potentielle associée à 3 forces conservatives très courantes. Le poids, c'est-à-dire la force gravitationnelle près de la surface d'une planète, la force d'un ressort et la force gravitationnelle. On partira toujours de la définition U est égal à moins intégrale de F scalaire dr. Le poids est donné par mg, P égale mg. Le vecteur g est orienté vers le bas. Donc, si on définit notre axe k vers le haut, alors F est égal à moins mg fois k. On réécrit dr comme dxi plus dyj plus dzk. On effectue le produit scalaire, et k scalaire k donne 1. Donc, on a intégrale de mg dz, ce qui est égal à mgz plus c, formule que vous avez probablement déjà vue. La force d'un ressort est donnée par F est égal à moins kx, ou r en l'occurrence. On substitue, on remplace simplement le vecteur r
par R fois R chapeau, et le vecteur dr par dr fois R chapeau. Donc, U est égal à intégrale de kr dr, ce qui est égal à 1 demi kr carré plus c. Finalement, la force gravitationnelle donnée par F est égale à moins gmm sur R carré fois R chapeau. Donc pour ça, on suit la même méthode. Et R chapeau scalaire R chapeau donne 1. Donc U est égal à gmm fois l'intégrale de 1 sur R carré dr. Et cette intégrale-là, c'est juste moins 1 sur R plus une constante. Donc U est égal à moins gmm sur R plus une constante. Ces constantes peuvent techniquement valoir n'importe quoi. Donc quand on a un problème avec des forces conservatives, on peut choisir la référence, donc le point où U est égal à 0, selon ce qui nous convient le plus. Pour la force gravitationnelle, par exemple, on choisit souvent la référence comme étant l'infini. Et donc que l'énergie potentielle est nulle à l'infini. Donc C est égal à 0. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et de regarder ma playlist sur le cours de physique générale 1. Et puis sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo.